podcast Droit au but est fier de recevoir aujourd'hui l'excellent humoriste et en plus, c'est un grand amateur de sport. On accueille chaleureusement Jean-Thomas Jobin. Jean-Thomas, comment ça va? Ça va bien, mais quand tu as dit chaleureusement, je me suis dit je vais m'attendre à de la chaleur. Je comprends que c'est la canicule, mais il n'y a pas eu d'applaudissements, rien. Oui, c'est vrai. Comme, right. Yes! Parfait. C'est un peu plus que la chaleur. C'est plus des... la climatisation. Jean-Thomas Jobin, est-ce que tu te considères un amateur de sport, un connaisseur de sport ou un fan fini de sport? La notion de connaissance, ça a l'air un peu vantard, donc je dirais pas ça. Je vais choisir... je dirais que moi, je suis à la base un sportif. Je préfère faire du sport que le regarder. Mais je le regarde quand même probablement trop. Oui, hein? Je suis beaucoup le hockey, le tennis, le football plus particulièrement. Le hockey en saison régulière, j'ai des pools, des keeper pools, fait que je le suis, puis surtout, je suis mes joueurs. Puis je fais des trades, tout ça, fait que ça me force à l'écouter beaucoup. Le tennis, c'est peut-être le sport que je préfère regarder à la télé. Mais connaisseur jusqu'à un certain point. Là, pour plusieurs sports, je pense que je connais ça, mais quelqu'un à côté de moi pourrait dire tu connais rien à rien, puis il aurait peut-être raison. Jean-Thomas, j'ai décidé de te contacter cette semaine parce que j'ai vu sur Twitter que, comme nous, tu attendais avec impatience le dénouement dans le dossier John Tavares. Ma première question, Jean-Thomas, as-tu été surpris de voir que le Canadien n'était même pas considéré par John Tavares? Non, pas vraiment, parce que si, mettons, son souhait, c'était vraiment de gagner prochainement ou en tout cas avant la fin de sa carrière, je pense que la vitrine avec les Canadiens, je la trouve mince, puis j'imagine qu'il ne devait pas tellement avoir le potentiel d'une Coupe Stanley imminente. Donc, c'est ça, je peux pas dire que... Moi, je suis un joueur que j'aime beaucoup, John Tavares, mais... Sa gestion du dossier envers les Islanders, je la trouve un peu... je trouvais que c'était un peu weird ou peut-être pas limpide dans ce qu'il a dit après. Il dit « j'en rêve depuis longtemps », mais pourtant, dans ce qu'il disait avant, c'était « ah non, pour l'instant, mon souhait, c'est de revenir avec les Islanders ». Mais ça devait être clairement dans sa tête à y trotter depuis un bout qu'il voulait jouer pour son équipe de prédilection quand il était jeune. Donc, je trouve qu'il n'a pas donné des chances ben aux Islanders d'avoir quelque chose en retour, parce qu'il devait même le savoir déjà l'année passée. Je comprends que peut-être ça a été dur pour lui de décider, mais il devait s'en douter. Donc, je peux pas dire que j'ai adoré de la façon qu'il a géré ça, mais bon, on n'est pas dans le secret des dieux, des affaires qu'on sait pas trop comment ça se passe en coulisses, mais je préfère quand un joueur reste avec la même équipe toute sa carrière, j'ai un côté puriste là-dessus. Mais je respecte son choix quand même. C'est parce que on s'est énervé toute l'année en disant écoute, le plan, c'est John Tavares. Puis écoute, une semaine avant le dénouement dans ce dossier-là, le Canadien n'était même pas dans le dossier. Ça a été un pétard mouillé, là. Quand ton plan, c'est de signer Tavares puis qu'il ne veut même pas te parler, là, il est temps de changer d'architecte. Je suis bien d'accord. Mais ceci dit, je suis un grand fan de Tavares, mais je sais pas pourquoi, j'ai le feeling, je peux me tromper, mais j'ai le feeling que Lou Lamoriello, il est pas si déçu que ça. Parce que là, il a signé, mettons, pour 7x11 à Toronto, mais d'après moi, avec les Islanders, ça devait être minimum 8x13 ou 8x13.5. Il a dû vraiment... Puis, Tavares, autant c'est un excellent joueur, je suis pas certain que c'est un joueur qui va vieillir en beauté, je parle pas physiquement, mais c'est un gars qui est pas un très bon patineur à la base. Il a amélioré son patin, mais c'est un joueur qui est surtout fort de la bleue au but. Il a des skills, il fabrique bien les jeux, il a une bonne vision, c'est un bon marqueur, mais il n'a pas un super patin. Puis j'ai l'impression que dans 4 ans, ça pourrait être un joueur qui avoisine les 55-58 points par année. Fait que 8 ans pour John Tavares à 13,5 millions avec les jeunes qui s'en viennent avec les Islanders, puis ils ont eu un super bon repêchage avec Dobson ou Wallstrom. Ils ont quand même Barzal qui va éventuellement faire sauter à la banque. Ils ont quand même Andersley. Ils ont quand même des munitions. Donc, je suis pas certain qu'il est si désemparé que ça, parce que le contrat de Tavares à 13,5, il aurait pu finir par être un peu dans les jambes. Je peux me tromper, mais absolument. Toronto va être vraiment dans la merde avec ça. Avec Marner, puis Nylander, puis Matthews, qui sont pas signés à long terme. Ça va être le chaos.
Il y a des Moi, je gens pense que ça où va être la zizanie. Ça va être la zizanie, en tout cas. Écoute, Jean-Thomas, on t'a vu sur les réseaux sociaux avec le chandail de John Tavares et des Islanders de New York. Peux-tu nous expliquer c'est quoi cette histoire-là? Comment ça? T'es-tu un amateur t'es-tu un fan des Islanders? Non, mais je suis vraiment fan du chandail. Pour moi, les Highlanders en bleu, c'est-à-dire à domicile, Ouais. c'est le plus bel uniforme de la Ligue. Personnellement, c'est très subjectif, mais Okay. j'adore cet uniforme-là, le mix de bleu et orange. Pour moi, les Highlanders en bleu et les Red Wings en blanc, c'est les deux plus beaux uniformes de la Ligue. Ouais. Je sais que tout le monde dit que c'est les Blackhawks en rouge, mais il est très beau, les Blackhawks, mais je sais pas pourquoi les Highlanders en bleu et orange, je le trouve vraiment fabuleux. Puis récemment, j'étais dans j'étais à Edmonton, puis je participais à un tournage, puis la boutique où on était nous ont dit, ben, vous pouvez prendre chacun un chandail de votre choix, peu importe lequel dans le magasin. Puis comme j'avais le chandail Tavares d'en face, puis je dis c'est le plus bel uniforme de la Ligue, et peut-être que mon chandail bientôt il vaudra plus rien parce qu'il va s'en aller. Je vais prendre celle-là. Fait que là, il va falloir juste que Parce que, écoute, je le change. Jean-Thomas, Barzal dessus. tu as essayé de convaincre John Tavares de s'aligner avec le Canadien de Montréal. Tu as même envoyé un message cette semaine. Puis tu as même mis Byron Fraser dans un de tes tweets. Peux-tu nous expliquer c'est quoi cette histoire-là? Là? Je me souviens pas exactement de mon tweet, mais peut-être que vous pourrez faire une capture d'écran puis le faire défiler dans votre podcast. Je vais vous rajouter un petit peu de défi technologique dans votre podcast. Ouais, merci. Non, mais je faisais comme un gag. Je disais, je pense que c'était quelque chose comme hey John, je comprends que tu veuilles pas signer à Montréal, mais tu vas peut-être le regretter quand Byron Fraser va avoir 0 but 2 passes après 5 matchs de saison. Oui, c'est en plein ça. Je pense que c'était quelque chose comme ça, puis il m'a pas répondu, fait que je l'ai trouvé un peu snob. Fait que Ouais, j'ai fait comme ça, ben, il me mérite pas. Mais, Jean-Thomas. non, mais c'est ça, je suis un gros fan de hockey, puis j'avoue que la décision de Tavares, j'étais intrigué. J'espérais vraiment qu'il revienne avec les Highlanders. Pas parce que je suis un fan des Highlanders, mais j'espérais qu'il revienne pour finir ce qu'il a commencé, qu'il fasse un peu comme Stamkos, mais bon. Il rêvait de jouer avec les Maple Leafs, puis je comprends. Je pense que les Maple Leafs vont être forts, mais ils vont avoir des problèmes avec le plafond bientôt. Si jamais je te mets dans la chaise de Marc Bergevin, quel serait ton pitch de vente pour attirer des joueurs avec le CH? Ouais, c'est ça, on ne sait pas ce qui se passe dans les conversations en coulisses, mais je suis pas mal sûr que Bergevin a de plus en plus de misère. Surtout avec les réseaux sociaux, c'est assurément que ça doit empirer la situation parce que les joueurs, ils voient défiler beaucoup de tweets, commentaires vitrioliques sur des joueurs où ils peuvent même en recevoir. Ils peuvent voir que la provenance, des fois, c'est des gens de Montréal hyper exagérément craqués. Donc, tu sais, je pense qu'il y a des joueurs que je peux comprendre qui veulent être dans l'anonymat puis vivre leur vie tranquille où ils se font pas déranger, etc. Donc, ça doit être vraiment dur pour Marc Bergevin, mais je sais pas trop ce que... C'est sûr qu'en ce moment, moi, je suis assez content des décisions qu'il a prises. Moi, je suis un fan des Nordiques à la base, je vous le cacherai pas, je viens de Québec. Maintenant, je prends pour les Canadiens, mais en attendant que les Nordiques reviennent, probablement jamais. Mais c'est ça, fait que je pense que Bergevin, il fallait pas qu'il signe. Moi, je me dis, s'il signe Paul Stastny, ça va être un boulet, ce contrat-là. Absolument. Stastny, c'est un gars de 45-55 points dans une bonne saison. C'est pas un premier centre. Puis là, ils ont repêché, ils ont 2 bons jeunes centres qui vont s'en venir. Ça va peut-être prendre 2-3 ans. Mais tant qu'à patcher pour l'année prochaine, puis probablement pas faire les séries, aussi bien faire jouer des jeunes, quitte à ce que ça fasse en sorte que au moins tu fais comme, bon, eux autres vont progresser, ils vont gagner de l'expérience, puis au pire, si tu finis l'année dernier, mais tu as un meilleur choix, puis tu vas faire en sorte que tous les joueurs vont progresser en même temps, ils vont avoir le même âge, ils vont atteindre leur maturité pic en même temps, temps. Ouais. Je pense que c'est toutes des bonnes signatures. Ouellet, c'est une bonne idée de prendre une chance avec. Ducharme et Bouchard le connaissent. Ouais. Et le retour du col roulé de Tomáš Plekanec. Ouais, ben ça, je pense que c'est une fleur qu'ils font. Puis en même temps, faut que tu mettes du monde dans des chandails. Moi, j'ai jamais été un détracteur de Plekanec parce que je trouve que
le problème, c'était son contrat. Il était overpayé par rapport à... Oui, absolument. Mais tu sais, c'est un gars qui est un travailleur honnête. Il gagne les mises au jeu défensivement. Il n'y a pas grand faille. En désavantage numérique, qui est une facette super importante dans la Ligue nationale de nos jours parce que les power plays sont hyper importants. Mais quelqu'un qui est bon en désavantage, c'est super pratique. Il a quand même bien joué avec les Leafs en série. Ouais. Il a marqué un gros but, je pense, dans le puis surtout, là, un gars qui veut revenir jouer à Montréal, il veut jouer ici. C'est un des rares. C'est ça. Effectivement. Ouais. Puis nous autres, on va lui lancer des pierres. Ben non. On va lui dire merci. Hein? On va lui dire merci. Puis là, il va pouvoir se laisser repousser son beigne parce qu'à Toronto, il ne pouvait pas. Oui, c'est vrai. Fait que, d'après moi, c'est pour ça qu'il est revenu. Il dit, je vais pouvoir avoir ma pilosité faciale. Mais je sais pas trop. J'aurais bien aimé que, tu sais, dans le sens que moi, je pense que Joel Armia, c'est une belle acquisition. Il a 25 ans, puis il a quand même fait presque 30 points l'année passée. Puis je pense que il voulait se débarrasser de Mason pour essayer d'avoir Stachny qu'ils n'ont pas eu finalement. Mais tu sais, il y a Jack Roslovich qui est un centre qui a joué quand même plusieurs matchs l'année passée avec les Jets, qui est un super bon prospect. J'ai l'impression que les Jets n'ont pas voulu le laisser aller. Mais je me demande si, mettons, les Canadiens n'avaient pas obtenu le choix, puis au lieu d'Armia, il n'aurait pas pu avoir Roslovich à la place. Je sais pas. Mais sûrement que ça a été discuté, là, mais... C'est ça, on connaît pas toutes les histoires. Écoute, Jean-Thomas, tu as créé un personnage qui s'appelle Ulysse Jobin. On a eu la chance de le voir à l'œuvre dans des capsules à RDS. On écoute un extrait. Est-ce que vous regardez tous les matchs à la télévision? J'ai une grosse perte d'intérêt depuis le départ de mon joueur préféré pour Nashville, soit Yannick Weber. J'adorais ce joueur-là. Le départ de Subban m'a aussi attristé beaucoup, mais pas autant que celui de Weber. Mais pourquoi vous l'aimiez autant? Toute vérité n'est pas bonne à dire dans ce cas-ci. Aucun problème à dire cette vérité-là. Il a de fichus de belles fesses. Moi, je suis hétérosexuel, mais il m'a beaucoup poussé à me questionner, ce Weber, là. Je peux vous dire ça entre vous et moi et votre caméraman qui, soit dit en passant, n'a absolument rien envie aux fesses de Weber. Écoute, Jean-Thomas, Yannick Weber, où est-ce que tu as trouvé ton inspiration pour ce personnage-là? Là? Mais as-tu vu le cul à Weber? Pour vrai, va faire des captures d'écran, fais Google Images. Okay. C'est que tape foufoune de Yannick Weber sur Google Images et tu vas passer 4 heures là. Je te dis, tu vas être bien heureux. Non, je sais pas trop. En fait, souvent ces capsules-là, c'était comme des faux vox pop, là. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, ils peuvent aller voir ça sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook. Je les ai mis d'ailleurs sur ma chaîne YouTube juste à partir d'aujourd'hui, mais sur Facebook, ça faisait un bout qui était là. Mais c'est ça, c'est des faux vox pop où je faisais un fan des Canadiens qui dit un peu n'importe quoi puis qui délire. Fait que dans mon écriture, souvent, vu que je connais quand même pas mal le hockey, je connais les références, fait que je pouvais sortir des trucs un peu précis puis tout ça, puis le personnage, je sais pas pourquoi, en fait... Mais tu t'es levé un matin, tu t'es dit, ça va être un gars à lunettes avec les cheveux avec du gel dedans, puis une barbe de 2-3 jours, puis that's it, là. C'est ça, ou tu t'es allé à Belle-Province, puis t'as dit, t'écoutais les gars à côté, puis t'as dit, hey, je vais prendre ça, je m'inspire de ces gars-là, puis... Belle-Province. Non, mais en fait, mettons que j'étais un livre ouvert, moi, j'ai pas un gros registre de jeu, puis il y a un personnage que j'avais fait il y a genre 7-8 ans qui s'appelait Michel le déjeuneur éternel, qui est un gars qui déjeune toute sa vie. Il ne fait que déjeuner. Puis j'avais fait un personnage avec ça. Puis sa voix, je trouvais que... Je disais, peut-être que Ulysse, il pourrait reprendre la voix de Michel le déjeuneur éternel. Puis j'ai juste mis des lunettes, placé mes cheveux. Puis comme ma barbe, depuis 4 ans, j'ai comme une barbe de 3 semaines constamment, mais j'ai même pas taillé ma barbe. Mais c'était bon, là. Écoute, j'adore Ulysse Jobin. Sérieusement, là. Ben, c'est gentil. Peut-être que Marc Bergevin, il pourrait devenir conseiller à Marc Bergevin. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me disaient, est-ce que tu parodies Marc Bergevin à cause des lunettes? OK, ouais, ben oui. Mais non, si oui, c'était pas conscient. Bon. Jean-Thomas, on sait également que tu es un amateur de tennis. Eugénie Bouchard, maintenant classée 188e mondiale, affrontera la 17e tête de série, l'Australienne Ashley Barty. Ça sera pas facile, mais maintenant qu'Eugénie semble plus concentrée sur le tennis que sur les réseaux sociaux, tu penses qu'elle a une chance? Oui, je pense qu'elle a une chance. J'ai l'impression qu'elle est dans un meilleur état d'esprit depuis quelques temps. Elle s'est classée à gagner 3 matchs de qualification. Fait que même si c'est peut-être plus fastidieux pour elle de devoir se qualifier,
ça crée quand même un momentum, puis tu gagnes ta confiance, puis là, elle gagne son match de premier tour. J'ai vu le match, elle a vraiment très bien joué, même si elle a eu peut-être un petit passage à vide au deuxième set, mais il faut donner le crédit à l'autre qui a mieux joué aussi. Puis je pense que c'est la 17e tête de série. Tu sais, Eugénie, il n'y a pas si longtemps, elle a déjà été dans le top 10, donc elle peut retrouver ce niveau de jeu-là. Elle a la qualité de jeu pour le faire, donc moi, j'ai bien confiance, puis peut-être que si ça fonctionne pas, son deuxième match, peut-être que je vais y écrire un tweet, puis qu'éventuellement, elle va m'inviter à souper, comme elle a invité le gars random qui a écrit. Je vais peut-être essayer ça. Mais mais c'est ça, je suis bien content, Wimbledon qui commence, puis moi, j'espère bien gros que Nadal gagne un 18e titre pour qu'il se rapproche à 2 titres de Federer. Parce que j'adore Federer, mais je préfère Nadal. Donc, j'aimerais ça qu'il se rapproche un peu. Moi, ce que j'aimerais ultimement, c'est que Nadal le rattrape, qu'il soit à 20 chaque, puis là, qu'il s'affronte dans une finale du Grand Chelem pour savoir qui va tomber à 21 le premier. Ça serait magique, mais bon. Nadal, ça, c'est le joueur de poker dans son bain, là. C'est ça que tu parles? Oui, c'est... J'haïs cette annonce-là. Surtout quand la fille a dit « Nadal ». Non, sérieusement, là, j'étais plus capable à la fin. T'aimes-tu l'autre qui joue au poker dans son hamac? C'est rendu, il y a Ronaldo aussi. Oui, c'est vrai. Puis Usain Bolt. Usain Bolt dans son hamac. Usain Bolt dans son hamac, oui, bien sûr. Écoute, en terminant, Jean-Thomas, où est-ce qu'on peut suivre tes activités, là? Où est-ce qu'on peut suivre mes activités? Je m'en vais jouer au tennis avec Alexandre Barrette. OK. Au Parc Jarry, s'il y en a qui veulent venir voir dans une demi-heure. Mais sinon, je vais participer à plusieurs festivals cet été. Le Comédia Fest vendredi qui vient, Juste pour rire le 21 juillet, etc. Des shows, des festivals comme ça. Sinon, ma tournée vient de se terminer, mais la captation de mon show Apprendre à s'aimer, là, qui vient de se terminer, va sortir cet automne là, sur différentes plateformes numériques. Donc, les gens pourront surveiller ça. Puis sinon, hashtag Jean-Thomas Jobin sur Twitter, puis ma page officielle sur Facebook, Jean-Thomas Jobin entre parenthèses officielle, puis Instagram, puis Badoo, puis LinkedIn. Non, c'est pas vrai. Ouais, puis puis Tinder, puis... Non. Je suis pas Tinder, par contre, mais moi, je pense que votre podcast devrait se faire une page Tinder, voir si les gens vont swiper right. Puis vous autres, en gros, parce que là, vous m'avez posé plein de questions, j'ai-tu le droit de vous en poser une? C'est sûr. Ben oui, c'est sûr. Ou c'est comme, moi, je me fais mitrailler puis j'ai pas le droit de me venger. Ben oui, vas-y. Non, mais je suis curieux de vous entendre, vous, par rapport à ce que Bergevin a fait et pas fait. C'est quoi votre opinion? Vous en pensez quoi? Est-ce que vous trouvez qu'il a été trop inactif? Vous pensez que c'est quand même logique avec ce qui a été fait récemment? Écoute, pour ma part, je suis tellement déçu là, parce que son plan de 5 ans, son plan quinquennal, il me semble qu'on recommence à zéro à chaque année. On était dans la fenêtre d'opportunité. Tu sais, on utilise des mots déjà faits comme attitude, no excuse, après ça, plan quinquennal, après ça, on le reset, c'est pas un plan de reconstruction. Non, mais tu sais, à un moment donné, là, je pense qu'on nous prend pour des valises. Puis moi, ce que j'ai peur, c'est que le Centre Bell soit complètement vide, peut-être à l'approche des fêtes, là, ou à moitié vide, parce que les gens, je pense, sont tannés des phrases déjà préfaites, puis qu'on dise que, écoute, cette année, ça sera pas beau, l'année prochaine non plus, parce qu'on essaye de se départir de Weber et de Price pour reconstruire au complet pour avoir des jeunes. Moi, c'est le même que je m'en... Moi, de mon côté... En fait, je comprends ce que tu dis, dans le sens que tu trouves que c'est la non-limpidité qui te fâche, dans le sens que c'est pas annoncé officiellement sur une reconstruction. Puis ça, je suis d'accord. En fait, moi, je trouve que l'année passée, je trouvais que c'était un désastre. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de désastres et de mauvaises décisions. Mais là, au moins, je trouve qu'il n'y a pas eu, dans le sens, mettons, dans le dernier mois, par rapport au draft, puis par rapport au fait qu'il n'y a pas fait de grosses signatures qui pourraient devenir des boulets, ça, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, là, dans le sens que, au moins que
que là, il soit cohérent à partir de ces 4 dernières semaines. Là, mettons, je trouverais qu'il y a quelque chose d'encourageant, même si c'est pas annoncé, puis qu'il y en a qui, je pense qu'ils veulent pas que, justement, se tirer dans le pied, puis que les gens se présentent pas au Centre Bell parce qu'ils annoncent une reconstruction. Mais tu sais, souvent, tu sais, ça peut changer vite. Tu sais, des fois, il y a un joueur, tu sais, je prends l'exemple des Canucks l'année passée, qui n'ont pas eu une très bonne saison, mais ils ont eu un bon début de saison, puis Brock Besser, des fois, juste un joueur, ça peut créer comme un effet domino d'optimisme, puis que là, tu te dis, ah ben là, si on a un autre avant, puis quelqu'un d'autre va venir se greffer, puis là, il y a l'aura dans la ligue, c'est que, coudonc, là, les Canucks, ils ont de l'upside, ils ont l'air intéressants. Ça peut virer vite si, mettons, Kotkaniemi puis Peeling, à partir de l'an prochain, sont encourageants. Ça peut quand même virer vite. Moi, je suis assez content de l'échange de Galchenyuk pour Domi. Là. Je sais qu'il n'y a pas grand monde qui fait, mais moi, j'ai une grosse confiance en Domi. Je pense qu'il va pouvoir jouer au centre. C'est un joueur qui, je pense, versus Galchenyuk, ma perception, c'est quelqu'un qui améliore les 4 autres joueurs en même temps sa glace avec lui, plus que Galchenyuk qui joue un peu avec des œillères. C'est sûr que Galchenyuk compte plus de buts, mais je pense que Domi va pouvoir jouer au centre, puis j'enlèverais Drouin du centre. Ça, c'est sûr. On va voir. Tu vois, moi, de mon côté, là, je suis déçu. Je trouve qu'il y a un manque de transparence du côté de l'organisation. Tu sais, si tu décides de t'en aller dans la reconstruction, selon moi, je préfère qu'ils soient intègres et qu'ils disent, nous, on va reconstruire. Puis, tu vois, je crois pas que le monde va dire, ben là, on n'ira pas les encourager. Au contraire, tu sais, j'aime mieux voir une équipe de jeunes perdre, mais c'est-à-dire, tu sais, on est en train de reconstruire, puis que voir une équipe patchée comme les rues de Montréal, avec tout plein de trous. Le printemps arrive, qu'est-ce qui arrive? Les trous ressortent. Le problème n'est jamais réglé. Fait que, je suis tellement déçu du départ de Al Montoya. Non, c'est pas vrai. En tout cas... ça fait mal. Moi, je suis vraiment déçu qu'on ait juste eu Steve Mason 2 heures. Oui, écoute, le gars, il a gagné le Calder en 2009. Je pense qu'il a devancé cette année-là des gars comme Steven Stamkos, des gars comme Drew Doughty, Pekka Rinne, puis tu sais quoi? On l'échange. On l'échange. La statistique, la boutique du Canadien, la boutique du Canadien a vendu un jersey de Mason. Ah ouais, c'était qui? Pour vrai? Ouais. Arrête donc. Il paraît qu'il est envoyé par Purolator. C'est quand même génial. Écoute, Jean-Thomas, on n'a plus le temps. Un gros merci, puis on se reparle bientôt. Merci de votre temps, puis bonjour à tous les auditeurs auditrices, puis au plaisir de s'en parler. À bientôt. Merci.